Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Lundi matin, les populations, en majorité de Plaine-Oreti, ont été surprises par l'arrivée des engins qui ont pour objectif de nettoyer la voie pour le projet de la cité administrative et pour l'aménagement routier du boulevard de la Transition. Mais si dans les cas des populations des bassins versants de Terre Nouvelle et de la voie de contournement de l'aéroport, les populations n'y ont opposé aucune résistance. Pour le cas des populations de Plaine-Oreti et même pour celles installées derrière l'ambassade de Chine, l'heure est à la consternation. Certaines s'insurgent et disent n'avoir pas été informées ni indemnisées. Comment comprendre ce projet mené de main de maître par l'État gabonais? Qu'est-ce que cela implique pour les populations? Y a-t-il une politique mise en place pour indemniser et reloger ces populations? Autant de questions que cette émission a pour vocation de soulever, à laquelle mes invités tenteront d'apporter des éléments de réponse. Je suis sur ce plateau à ma gauche avec M. Adrien Nguemamba, délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville. Monsieur le délégué spécial, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci, bonjour. Madame Biougou. Et à ma droite, nous avons Edgar Moukoumbi, ministre des Travaux publics et de la Construction. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci de m'accueillir. Et juste à vos côtés, nous avons un de vos conseillers techniques en charge du PADIG, monsieur Joachim Obiomba. Merci d'être là. Bonsoir, madame. Alors, messieurs, avant de commencer cette émission, je vous propose d'aller regarder, de repartir. C'était lundi matin, lorsque les engins sont arrivés derrière l'Assemblée nationale, au cœur même de Plaine-Oreti. On regarde cet élément et on se retrouve juste derrière. Cris, pleurs, tristesse, stupéfaction des populations occupant des espaces déclarés d'utilité publique à Kalikak, Bas de Guégué et la zone dite derrière l'Assemblée. Et pour cause, après une longue phase de sensibilisation, les autorités compétentes ont débuté le déguerpissement de ceux qui occupaient anarchiquement ces espaces. Ça, je ne peux pas faire rien. J'ai pris le dernier appel. Il n'y a personne qui est venu dire que oh maman, c'est pour moi, machin, toi, rien du tout. J'ai pris tous mes économies tout de suite, j'ai mis pour quitter dans les maisons à location parce que je ne travaille plus. S'il te plaît, aidez-moi. Il fallait d'abord qu'ils viennent d'abord nous voir. D'abord, nous sommes censés évaluer d'abord comment on appelle ça, les travaux, le temps que nous avons fait dans les lieux. Mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Est-ce que c'est normal comme ça? Pour le ministre des Travaux publics, Edgar Moukoumbi, cette phase de déguerpissement intervient après plusieurs avertissements et sensibilisations. On se retrouve ce matin pour une opération mais de déguerpissement de toutes les personnes qui entravent l'avancée du projet donc du boulevard donc de la Transition qui part de Janébori et qui doit sortir donc jusqu'à l'Assemblée. Nous ouvrons non seulement les bassins versants et donc on refait les canalisations, mais nous ouvrons également aussi des voies de contournement et donc pour fluidifier donc les accès et la circulation. Malheureusement, c'est un dossier qui date de 2015 plutôt. Ça fait 10 ans, mais les gens se sont dit rien ne se fera. Rassurez-vous, les équipes sont passées encore en repérage, pas plus tard que ce week-end. Mais comme d'habitude, les gens étaient convaincus que c'était encore un leurre. Depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema, d'importants changements s'opèrent au Gabon afin d'atteindre un niveau de développement adéquat. Alors, messieurs, on revient sur ce plateau et la première question qui me vient à l'esprit s'adresse à vous, monsieur le ministre des Travaux publics. Quel est le processus qui a prévalu et conduit à ce délogement des populations ce lundi matin? Elles paraissent être surprises, mais vous dites le contraire dans l'élément. Est-ce qu'on doit comprendre qu'en 10 ans, l'État a eu le temps d'informer ou est-ce que là, c'est un préjudice porté à l'endroit des populations? Alors, merci beaucoup de me donner la parole. C'est avec gravité, effectivement, que je vais la prendre. Il est clair que ce n'est pas toujours facile, mais il nous faut naturellement avancer. Comme je le disais, effectivement, dans cet élément qui venait de passer, c'était un projet qui existe depuis fort longtemps. Et en 2015, naturellement, dans le cadre déjà de l'aménagement du bassin versant, qui était là déjà à l'époque, toutes les personnes sur l'emprise donc de ce bassin versant avaient été identifiées et dédommagées. Mieux, sur cette emprise, aujourd'hui, nous avons donc des personnes qui ont été dédommagées, qui sont revenues, mais dans le cadre du projet dont on parle aujourd'hui, qui est celui donc de l'implantation d'une cité administrative, mais également donc derrière, parce que pour implanter une cité administrative, il faut naturellement qu'il y ait une voie d'accès, donc la création donc d'un boulevard,
il y a l'élargissement donc de l'emprise. L'élargissement donc qu'il fallait faire sur l'emprise de tout ce qui pouvait être intégré dans cette voie, puisque c'est vraiment un boulevard qu'on va faire à l'instar du boulevard donc, de bord de mer, hein, à l'instar du boulevard de Triomphal. C'est un boulevard qu'on va mettre en place. Et donc du coup, les identifications ont été à nouveau faites par donc, les équipes de la NTTC, mais identifications qui ont été confirmées, c'était en février 2024, et ces identifications ont encore été confirmées par Socorep. Et on a envie de vous poser la question avant de passer la parole à monsieur le délégué spécial. Vous parlez d'identification en février 2024. Le projet remonte, pour certains, ils le disent, hein, sous Omar Bongo, oui. Relancé en 2015. Est-ce que là, il y a eu plusieurs phases d'identification? Est-ce que le projet de délogement a tenu compte de toutes ces phases? Parce que si on était sous Omar Bongo, on remonte un peu, cela fera 16 ans le 8 juin. Qu'Omar Bongo est parti en 2009. On imagine que le projet datait d'un peu avant son décès. Oui. Là, en 2015, vous le relancez. En 2024, il y a une nouvelle phase d'identification. Est-ce que toutes les populations ont été prises en compte? Alors, les populations qui ont été recensées, ce sont celles qui intègrent désormais le projet tel qu'il est décrit aujourd'hui. Mais rassurez-vous également que tous ces terrains-là, toutes ces personnes sont installées sur les titres fonciers de l'État. Ça, déjà, c'est une grosse chose. Maintenant, ce qu'on appelle la réserve foncière de l'État. La réserve foncière de l'État. Avec, naturellement, derrière, les premières indemnisations pour lesquelles je ne peux même plus remonter parce que je puis vous assurer que, par exemple, la CDC avait 4 qu'elle vient de céder, avait 4 hectares là-dessus, mais totalement squattés, au point où elle n'a pas pu faire évoluer les projets d'implantation effectivement de cette cité administrative. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Monsieur le délégué spécial, c'est quand même tout un processus avant d'arriver au délogement. On voit marqué dans certains endroits, lorsque l'on parcourt la capitale gabonaise, pas seulement derrière l'Assemblée nationale, ZAR, parfois zone à risque, parfois à casser ou travaux à l'arrêt. Quand on marque cela, est-ce qu'il n'y a pas une durée pour venir réagir après? Pourquoi on a l'impression que l'État, parfois, est un peu laxiste et ensuite se réveille pour venir dire aux populations du jour au lendemain, il faut partir de là? Non, je crois que l'État n'a jamais été laxiste dans ce que l'État fait. Ce sont des projections, ce sont des planifications. Je peux vous assurer que la plupart de ces populations ont été indemnisées. Je remonte à 1990, lorsque feu Adrien Kory-Singon était ministre de l'Habitat. Oui. Il avait indemnisé la plupart des populations qui sont sur ce site. On parle de 35 ans. 35 ans. Je peux vous l'assurer, puisque j'étais député à l'Assemblée nationale et il avait été interpellé parce qu'effectivement, les populations se sont révoltées. Mais bien sûr. Donc, que s'est-il passé en réalité? Beaucoup sont partis de là. Ceux qui étaient là avant sont partis de là pour aller à Bikele parce que c'est là-bas où ça avait été aménagé. Et ils ont revendu ces parcelles, ils ont revendu ces parcelles. Et les nouveaux arrivants ont demandé à leur tour des indemnisations. Je peux vous assurer, ça a été fait aussi au moment où Jacques Adjeno était ministre de l'Habitat. On parle déjà de 2 indemnisations. Voilà. Il y a eu même 3 sous le ministre, tout le ministre de l'Habitat, ils ont été indemnisés. Mais monsieur le délégué spécial, j'ai envie de vous arrêter. Oui. L'État, c'est également la continuité du service public. Oui. On indemnise 1 fois, on indemnise 2 fois, et même 3 fois. Est-ce qu'à un moment donné, l'État ne devrait pas faire prévaloir finalement son droit de veto en disant « mais on l'a déjà fait et il faut partir, il faudra peut-être lancer le projet ». Est-ce qu'il faut indemniser non, mais c'était une concession politique qu'avait feu Omar Bongo, qui voulait à chaque fois éviter qu'il y ait des dérapages. C'est pour cela qu'il recommandait, par le Fonds national d'habitat, d'indemniser ces personnes, malgré qu'il savait très bien que beaucoup sont partis de là et ils ont revendu leurs parcelles. C'est ça le problème. Maintenant, c'est une autre vision du monde. On ne peut pas reculer. Vous comprenez? Comme vous-même vous l'avez dit, sur toutes ces maisons, il y a eu des identifications. Mais malheureusement, comme toujours, on pensait toujours que l'État, il a le temps, l'État ne le fera pas. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Vous savez, les Gabonais, à l'époque où je faisais certaines recherches, je me suis aperçu que beaucoup de Gabonais souffrent d'une maladie que j'avais qualifiée de gabonite sclérose. C'est-à-dire? Les symptômes ne trompent pas. C'est-à-dire c'est le transfert de responsabilité. Ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute.
c'est la faute des autres. Vous n'allez pas à l'école, vous échouez, les autres continuent. Non, si j'ai échoué, c'est parce que ma tante ou mon oncle m'a fermé la tête. Mais avant d'interpeller la responsabilité des populations, est-ce qu'il ne faudrait pas pointer du doigt également la responsabilité de l'État? En faisant quoi? L'État est resté là durant des années. Mais l'État a une planification, vous savez. L'État ne peut pas tout faire en même temps dans nos pays du tiers-monde. Vous comprenez? Il y a une planification qui est mise en œuvre. Lorsque l'État dit il y a une réserve foncière ici, que personne n'y vienne, les gens viennent s'installer. En passant que, bon, l'État va oublier, c'est pas grave, on pourra construire. C'est ça le problème aujourd'hui dont on souffre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que monsieur Obiamba, vous étiez à l'époque directeur général de l'urbanisme, aujourd'hui conseiller du ministre des Travaux publics. En tant que directeur général de l'urbanisme, est-ce que le Gabon est doté, c'est fait sciemment de vous poser la question, mais vous allez quand même me répondre, est-ce que le Gabon est doté d'un schéma directeur d'aménagement? Je vous remercie, madame. Le Gabon, très certainement, n'est pas doté d'un schéma d'aménagement d'urbanisme. Le Gabon est doté d'un schéma d'aménagement du territoire. À l'inverse, quelle est la différence entre les deux? Le schéma d'aménagement du territoire couvre l'ensemble du territoire national. D'accord. Le schéma d'aménagement de développement d'urbanisme, lui, ça s'applique à une ville et à une commune. Très bien. Et donc, ce que je sais, c'est que jusqu'à ce jour, effectivement, le document de planification de gestion urbaine de la ville de Libreville était en cours. Au-delà, nous avons réalisé ce qu'on appelle des plans d'aménagement sectoriel. Et c'est ce dont faisait état aussi bien monsieur le maire que le ministre des Travaux publics, mon chef actuel. Dans le cas d'espèce de Bessieux, jusqu'à Plaine-Rôti, de l'université jusqu'aux affaires étrangères. D'accord. C'est un secteur à la fois, d'abord étant un bassin versant, mais qui a été déclaré d'utilité publique effectivement pour recevoir des aménagements modernes. Et donc, à partir de cet instant, il y a eu effectivement d'abord une déclaration d'utilité publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà du fait que la puissance publique est détenteur de cette terre, chaque fois que la puissance publique veut réaliser une opération d'aménagement, eh ben, s'arrange encore à réquisitionner cet espace et à faire en sorte que elle soit frappée d'une déclaration d'utilité publique qui empêche à quiconque de venir aliéner l'espace. C'est le cas de ce secteur. Mais au-delà, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure le maire de la commune de Libreville, il y a eu des concessions. Du moins, jusqu'à mon époque, je suis arrivé en 1987, le ministre d'État à l'époque, qui est devenu Premier ministre, nous a commis pour aller recenser les habitants et le bâti. On y a installé l'Assemblée nationale. Oui. Le ministre Nkoro Singon nous a commis également pour aller faire... Le projet s'est concrétisé, on a vu l'Assemblée nationale. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'étais déjà directeur général de l'urbanisme, les plus hautes autorités m'ont demandé de recenser à nouveau le cadre bâti entre l'ambassade de Chine et l'ambassade du Liban, jusqu'à la clôture de la barrière de l'université. Mais alors la question qui se pose, vous allez poursuivre, c'est celle de savoir, est-ce qu'il faut toujours attendre que les populations viennent s'installer pour qu'ensuite l'État se réveille en disant « mais c'est une réserve foncière de l'État, elle est déclarée d'utilité publique, il faudrait donc que l'État revienne reprendre ses droits » ou est-ce qu'il faudrait penser au préalable à dire aux populations de ne pas venir s'installer sur ces réserves foncières de l'État, à aménager peut-être des parcelles aussi viabilisées puisqu'il n'y en a pas en nombre, pour éviter qu'il y ait des ententes entre populations pour obtenir une parcelle dans Libreville? Madame, c'est une très bonne question, avec la permission des deux ministres, surtout de mon chef de tutelle. Permettez-moi d'expliquer un peu clairement de quoi il s'agit. Dites-nous. Je crois que l'administration elle-même a péché. D'ailleurs, je voudrais corriger quelque chose. Dans toute ville, le processus d'urbanisation est conduit par l'administration de l'urbanisme. Parce que j'ai écouté qu'on a cité et les hautes autorités et les noms de ministres. Non, c'est l'administration qui conduit le processus d'urbanisation d'une ville. Donc, les experts pensent comment organiser l'espace, on projette des infrastructures et des superstructures qu'il faut réaliser. À partir de cet instant, c'est l'administration qui conduit ce processus. La logique voudrait également que ces experts précèdent les populations. Très bien. À ce niveau,
je reconnais que chaque fois que l'espace a été organisé, il y a eu des concessions. Que même si on a recensé le cadre bâti, même si on a déclaré l'utilité publique, même si on a indemnisé, les gens ont toujours pensé que parce que l'État était devenu magnanime, eh ben, on pouvait rebêter. Oui. Je crois que c'est ce qu'a voulu dire monsieur le maire de la commune tout à l'heure. En réalité, jusqu'à ce que je parte, j'étais en train de situer la zone comprise entre l'ambassade de Chine et l'ambassade du Liban. Mais ces gens-là ont été recensés et indemnisés. Je crois qu'il y a une petite bande qui pourrait, parce que je ne suis plus là-bas, peut-être poser problème. L'Assemblée nationale recensée et indemnisée, ils sont relogés à Oungou. Le Sénat recensé, indemnisé, et parmi ces personnes-là, il y a aussi d'autres qui avaient déjà été indemnisés avant, ils se sont réimplantés. Dans tous les cas, il vaut mieux poser le problème autrement. Il vaut mieux poser le problème autrement, c'est-à-dire que je voulais d'abord revenir là-dessus. J'ai entendu dire que tel a décidé. Non, le plan a été conçu par l'administration de l'urbanisme pour moderniser cet espace. Je voudrais rappeler qu'en termes de respect des normes d'urbanisme, si vous prenez l'exemple du boulevard Triomphal, vous regarderez et vous constaterez, situer l'axe principal du boulevard Triomphal par rapport à la mairie de Libreville, par rapport à l'Assemblée nationale et par rapport au Sénat. Tout de suite, après la fonction publique, regardez par rapport aux occupations privatives. Vous regarderez comment est-ce que l'anarchie est organisée. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le prospect, c'est ce qu'on appelle en termes simples, le recul à respecter par rapport à la voie, est de 15 mètres de part et d'autre par rapport à la bande de roulement. Mais vous-même, allez-y. Pendant que l'État lui-même a respecté ses implantations par rapport aux ouvrages que je viens d'énumérer, vous regarderez que tout de suite après, les populations ont fait l'inverse. Et qu'a fait l'État quand les populations faisaient l'inverse? Est-ce que l'État est resté là en regardant simplement les populations faire et en venant déloger par la suite en fonction d'un projet qui surgirait des années plus tard? Ou est-ce qu'il fallait réagir déjà? Il fallait réagir déjà, madame, je vous le concède, mais vous savez, je l'ai dit tantôt, à l'époque, en dehors de ces plans de modernisation ou des plans sectoriels, on n'avait pas encore un schéma, un SDO, donc schéma de développement d'aménagement urbain de la ville de Libreville. Oui. Et puis, qui aurait pu nous permettre d'obtenir par la suite ce qu'on appelle un plan d'occupation des sols qui... Ce n'est pas le schéma de développement qui est opposable au tiers. C'est le plan d'occupation des sols qui comprend à la fois des documents graphiques que tout à l'heure on pourra regarder, de regarder, et ensuite une réglementation. Et c'est cette réglementation qui permet de rendre opposable au tiers ce que l'on a prévu. De manière à faire en sorte que lorsqu'on a une bande de recul qu'on a prévue, la réglementation prévoit que si vous avez aliéné le domaine public de l'État, tout de suite, on saisit le juge administratif qui nous donnera l'autorisation pour que l'on puisse vous démolir. Ça aussi, ça pose problème par rapport aux administrations. Donc, n'ayant pas encore élaboré ces plans d'occupation des sols... Et quand est-ce que le Gabon pourrait être doté de ce plan? Vous aurez l'occasion de réagir, Monsieur Obiamba, pour que vous ne mainteniez pas la parole longtemps. Monsieur le ministre, je reviens vers vous. Vous disiez tout à l'heure, les populations étaient dédommagées, que ce soit celles derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine, etc. Je vous propose, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les avoir sur ce plateau, mais Gabon 24 a tenu à leur tendre également le micro. On est allé voir le chef de quartier de ce qu'ils appellent le cœur de Plaine Oretti et il s'exprime, on l'écoute, on décrypte juste derrière. Quand on a mis les numéros dans nos murs, on a décidé que il faut faire un collectif. De ce collectif, nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Habitat. En allant au ministère de l'Habitat, on a démontré combien de fois le cœur de Plaine Oretti n'a jamais été indemnisé. Je parle bien du corps de Plaine Oretti, non au niveau du canal. C'est ça qui fait la confusion. Alors donc, on n'a été jamais indemnisé. Et de là-bas, ça a accouché une souris. De cette souris, nous sommes partis, nous nous sommes étonnés à la télévision. Monsieur Raymond Dongshima, qui va remettre, il était un premier ministre de la transition à cette époque, il est parti remettre
le dossier de plein outil pour déclarer de manière officielle au président de la transition à cette époque que tout plein outil a été indemnisé. Ça nous a choqués. Dans le monde, on n'a jamais vu quand on déguerpit les gens sans mesure d'accompagnement, sans relogement. Mais il n'y a qu'au Gabon. Même si, pour eux, nous étions des squatters, comme a dit le mot de l'ancien Premier ministre, M. Raymond Donsma, que nous sommes des squatters à plein oriti. Mais c'est des Gabonais. Ministre, plusieurs situations quand même dans cette zone, hein. Des propriétaires indemnisés, d'autres qui disent ne pas avoir été indemnisés. Que nous dit le ministère des Travaux publics? Est-ce que vous avez reçu tous les dossiers? Ou est-ce qu'il y a certains qui, effectivement, comme dit le chef de quartier, n'ont pas été indemnisés? Si oui, quelle est la suite à donner à ces personnes? Alors, je dirais simplement que monsieur le délégué spécial avait déjà sincèrement tout dit en ce qui concerne les indemnisations. Toutes ces personnes, si ce ne sont pas elles, celles qui étaient là avant ont été indemnisées. Et on va dire, il y a sûrement eu des personnes qui ont été abusées par les précédentes personnes, et voilà, les premiers occupants de cette zone. Donc, et le délégué spécial disait que ce n'est pas la première fois, pas seulement une seule fois, mais plusieurs fois. Et en réalité, au finish, je dirais il y a de la mauvaise foi et de la malhonnêteté. Parce que même il y a certains qui, effectivement, en ayant été dédommagés, sont partis, d'autres sont restés là. Donc, ils ont non seulement reçu de l'argent de l'État, et ont continué à jouir tranquillement de cet argent en restant sur place, à continuer à exploiter ou à habiter eux-mêmes ou en exploitant, en mettant ça en location. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui. Est-ce que c'est dire qu'il n'y a aucune suite probable pour leur dossier et ils doivent simplement être livrés à eux-mêmes? Sincèrement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on envisage de faire, mais pour nous ne pourrions plus revenir là-dessus. J'ai reçu le chef de quartier à mon bureau au sortir donc de la journée de lundi. Oui. Il est passé, je crois, le mardi. Il est passé le mardi avec son collectif. Il est venu avec des documents, naturellement, de 2015, sur lesquels, effectivement, ça faisait ressortir maximum une vingtaine de personnes qui n'auraient pas été indemnisées à cette époque. Donc, il y a cela 10 ans. Je lui ai dit, écoutez, nous avons naturellement l'ANUTTC qui avait fait donc ce recensement et que nous allons voir avec notre collègue, donc mon collègue donc de l'urbanisme, de l'habitat, pour regarder si effectivement dans les fichiers, si effectivement ces personnes n'avaient pas été prises en compte dans le recensement de l'époque. Et même avec mes équipes de l'UCET, parce que j'ai même transmis une copie de dossier à mes équipes de l'UCET, pour qu'ils puissent regarder dans la base de données donc, qui avait servi lors de la construction donc, du canal, du bassin versant, si ces personnes n'étaient pas prises en compte. Donc nous allons croiser avec Parce qu'en réalité, quand on va vers elle, et ce sera peut-être la question pour terminer, elle nous explique clairement qu'effectivement, lors de la construction du canal, il y avait eu un premier dédommagement qui touchait directement les personnes qui jouxtaient Gabon Télévision, l'immeuble de Gabon Télévision. Ensuite, il y a eu la construction de la route. Mais le cœur de Plein-Oreti, puisque n'étant pas impacté par les travaux du bassin ou de la route, n'ont pas été, ces populations qui vivent au cœur de Plein-Oreti indemnisées. Est-ce qu'il y a, oui, confrontation de fichiers peut-être, mais plus encore, Monsieur le Ministre? Moi, je pense que, pas que je pense, je reviens sur ce que le délégué spécial nous a dit tout à l'heure. Oui. Toutes ces zones-là sont des réservations foncières de l'État. Les gens se sont mis à construire derrière l'université Omar Bongo, mais l'université Omar Bongo n'avait pas vocation à s'arrêter au niveau de sa clôture. Ils ont dû essayer de protéger par rapport à l'avancée, malheureusement, donc, des squatters, des personnes qui sont... Parce qu'on va dire, en construisant ces gros édifices, on a quoi? On a de l'eau, de l'électricité qui arrive, et les gens tout autour essayent de venir s'installer pour tirer facilement l'électricité et avoir accès donc à l'eau. Et donc, entre-temps, le foncier en lui-même, donc le titre foncier par exemple qui établit l'université Omar Bongo, n'est pas limitatif au niveau de la clôture. Oui. Donc, et c'est les personnes donc, qui se mettent dans l'emprise d'un titre foncier de l'État.
simplement en se disant, bon, ils vont pouvoir en bénéficier. De la même manière, en descendant, donc, vous voyez, on va dire l'urbanisme en lui-même. Le long de lui, quand vous descendez, vous voyez des habitations qui ont des titres fonciers. Et puis derrière, en fait, ce sont des zones pour lesquelles on ne peut pas pouvoir, comment dire, construire. D'accord? Malheureusement, les personnes vont dans les bassins, et c'est là où se trouvent les bassins versants. Elles vont chercher à construire là-bas et vont réduire les lits des rivières, et nous nous retrouvons avec effectivement des inondations. Donc, ce projet résout en fait 3 choses. Dites-nous. Et ce sera certainement votre mot pour refermer cette première partie. La première chose, c'est que, nous réglons le problème donc, des bassins versants, parce que ça a été obstrué, il faut les agrandir. Donc, il faut agrandir à minima sur 4-5 mètres pour véritablement permettre donc, à l'eau de circuler. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, la construction de cette cité administrative, pas plus tard que, on va dire, le Conseil des ministres de la semaine dernière. Le ministre d'État nous faisait savoir que les baux administratifs, c'est du 20 milliards, un peu plus de 20 milliards, 24 milliards à peu près l'an. Donc la cité administrative vient régler le problème également aussi de la location des administrations à ce jour au niveau de notre pays. Donc c'est facilement 15 administrations qui vont pouvoir être logées. Donc on règle le problème de cette éternelle location dans laquelle l'administration est. Et la troisième chose, c'est effectivement la fluidification donc, de la circulation au niveau de Libreville. Les personnes, en créant ce boulevard, nous allons faire en sorte que tout le monde ne vienne plus simplement dans le même sens du boulevard donc, du bord de mer. Pour aller du côté donc, du boulevard Triomphal ou aller du côté de l'université, il faut passer par le rond-point des affaires étrangères, communément appelé affaires étrangères, pour redescendre. Non, puisqu'on aura une cité administrative, ceux qui reviendront du rond-point de la démocratie, mais ils reviennent, ils bifurquent, ils passent par là. Ils n'encombrent pas ni le boulevard Omar Bongo, ni le boulevard Triomphal. Pareil, ceux qui reviennent de Jean Eboré, donc de lui, et ainsi de suite, ils ne vont pas être obligés de passer par encore le boulevard Triomphal. Vous avez un peu embrayé sur ce qui constituait le cœur même de la deuxième partie de cette émission, puisqu'on reviendra sur ces travaux d'envergure que vous avez commencé à énoncer. Juste le temps pour nous de marquer une transition. Je reste avec mes invités, on se retrouve juste derrière. Transformation de Libreville, le délogement est-il nécessaire? Deuxième partie de ce plateau spécial avec M. Adrien Guémamba, délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, M. Edgar Mukumbi, ministre des Travaux publics et de la Construction, et Joachim Obiamba, qui est conseiller technique donc, du ministre des Travaux publics, responsable technique du PADIG. Alors, monsieur le délégué spécial, j'ai envie de vous passer la parole, mais avant, permettez que l'on regarde juste un extrait d'un compatriote qui a voulu s'exprimer également sur cette question. Lui habitait la zone de derrière l'ambassade de Chine. On regarde et on revient juste derrière. Déjà dans un premier temps, je suis hémodialysé. Je fais des dialyses dans un centre de la place depuis aujourd'hui près de 13 ans. Nous sommes de ceux qui n'ont jamais bénéficié d'une indemnisation à plein répit. Et je mets à défi quiconque de voir même avec les services de renseignement du Gabon pour faire une enquête afin de vérifier ce que je dis. Monsieur le Président de la République, il y a des Gabonais qui ont confiance en vous. Je vous demande simplement de rétablir la vérité. Monsieur le délégué spécial, on n'a certainement pas pris la partie où il précisait qu'il était effectivement de la zone, mais là, on a l'impression que c'est un tout autre cas de figure. C'est vrai, vous l'avez dit, plusieurs populations étaient indemnisées à plusieurs endroits dans cette partie derrière l'Assemblée nationale, etc. Mais pour le monsieur, on peut lire la consternation, l'indignation. Est-ce que c'est le même cas de figure que derrière l'Assemblée nationale? Je peux vous dire, et je l'affirme, que la plupart des gens qui sont dans cette zone ont été indemnisés. Je comprends, hein, j'ai de la compassion pour notre jeune compatriote parce qu'il est malade, il souffre, il se trouve dans une situation difficile. Il fait appel au président de la République. C'est tout à fait normal, c'est notre père aujourd'hui.
Mais la réalité du terrain démontre à suffisance. Il dit qu'il est là depuis 13 ans. Moi, je parle de 1990. 35 ans. Donc, derrière l'ambassade de Chine, il devait y avoir l'ambassade de Côte d'Ivoire. J'ai vu ces plans chez M. Adrien Nkoké Senghor. Ce qui fait que la plupart des gens, c'était une zone dédiée aux ambassades. D'accord. C'est la raison pour laquelle il y a l'ambassade de Chine, l'ambassade du Liban. Du Liban. Et même de la Russie. Et même de la Russie plus haut. Les États-Unis devaient même venir là, mais l'endroit n'était pas assez sécurisé pour les responsables politiques et militaires des États-Unis. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu construire leur ambassade à ce niveau-là. Il n'est là que depuis 13 ans. Or, nous savons qu'à cet endroit, toutes les parcelles étaient occupées. Donc, sûrement, c'est quelqu'un qui a dû lui vendre cette parcelle-là. Elle se pose la question de savoir, peut-être oui, on parle de logement, mais quand même les deux sont liés, l'acquisition de parcelles au Gabon. Peut-être l'occasion aussi de faire œuvre de pédagogie pour dire aux compatriotes, aux populations, comment elles doivent se comporter. Est-ce que finalement, parce qu'il y a une parcelle de disponible derrière l'Assemblée nationale, je devrais sauter sur l'occasion en me disant je peux la payer, ou est-ce qu'il faudrait avoir de bons réflexes? Bon, le véritable problème, je reprendrai à l'époque l'expression du maire Lubin Tutumobam, qui disait n'importe qui ne doit pas habiter en ville. Parce qu'il y a toute une procédure d'acquisition. Ce n'est pas moi qui le dis, je crois qu'ils sont mieux outillés que moi pour avoir une parcelle. On demande à nos compatriotes de se rapprocher soit du ministère de l'Habitat, soit de l'INTUTC. Alors c'est quand même un peu fort, hein, monsieur le délégué spécial, n'importe qui. Non, mais c'est parce que lorsque vous refusez d'obéir à la norme, mais la norme finit par vous rattraper. C'est ça le véritable problème. Lorsqu'on décide de venir habiter en ville, la ville a ses normes, il faut obéir à ses règles. Si vous n'obéissez pas à ces règles, vous êtes hors norme. En ce moment-là, l'État réagit. C'est le problème aujourd'hui. Plusieurs populations. On assiste au spectacle sur les réseaux sociaux parce qu'en même temps, nous, médias, on va couvrir en journée, mais la nuit, le balai de ces déménagements ne s'arrête plus. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures d'accompagnement? Oui, peut-être elles ont été indemnisées il y a 10 ans, il y a 35 ans, mais pour ces populations, est-ce qu'il faut rester insensible? Non, nous ne sommes pas insensibles. Le gouvernement, ils sont là, le membre du gouvernement est là. Le gouvernement n'est pas insensible. Le président de la République n'est pas insensible. Mais il y a une méthodologie qu'il faut suivre. Reconnaître ses torts, qu'effectivement, c'était une réserve foncière. Bon, on n'est pas parti à temps. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous allez nous laisser comme ça? À partir de ce moment, l'État prendra ses responsabilités. Mais refuser de partir, soi-disant parce qu'on est là depuis 35 ans, alors que vous n'avez pas de papiers, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais eu de papiers, parce que c'était une réserve foncière de l'État. Ils construisent, ils n'ont pas de permis de construire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai ce problème aujourd'hui. La route qui doit partir de camp de police, Carrefour Léomba. Oui. Il y a des individus. Je pèse mes mots. Bien sûr. Parce que lorsqu'on prend l'initiative de construire sur une voie des immeubles de 2 ou 3 étages, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de permis de construire, vous n'avez pas de rapport d'impact environnemental, vous construisez, vous attendez à quoi? Mais également, est-ce que la mairie ne devrait pas faire parfois descendre sur le terrain, avoir une brigade finalement? Il y a des brigades, même au niveau du ministère, il y a des brigades lorsqu'on va mettre ce qu'ils appelaient là des croix sur les murs. C'est pour vous dire, ne construisez pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la peinture ou à défaut, ils mettent du ciment, ils continuent. Certains dénoncent aussi, monsieur le délégué spécial, permettez des pratiques qui pourraient être des pots de vin avec certains agents de l'administration publique. Non, c'est pour ça qu'on demande s'il y a eu pot de vin. C'est-à-dire, on vous a donné un permis de construire. Oui. Et c'est à nous de vérifier maintenant si ce permis de construire a suivi des voies légales. Vous comprenez? Mais ils n'ont aucun papier. Ils n'ont aucun papier. Monsieur le conseiller technique, je me tourne vers vous. On va embrayer sur le schéma, même si monsieur le ministre peut également réagir, sur le schéma qui va conduire finalement l'État à la réalisation de tous ces projets. Mais avant d'arriver au projet, monsieur le ministre, avant d'en venir à vous, j'allais oublier les populations. Vous voyez la zone, j'ai envie de dire, entre bas de Guégué et haut de Guégué, en face d'Oyo, c'est plus simple pour les populations parce qu'il y a une entrée par là. Elles aussi
ont connu les bulldozers et autres caterpillars en début de semaine. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? On a bien compris ce qui se passe derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine, mais là-bas, est-ce que le boulevard de la transition va se poursuivre jusque dans cette zone-là? Alors, merci encore de me donner la parole. Il est clair que là, nous sommes dans un grand projet majeur, celui qui consiste donc au niveau donc, de celui qu'on appelait le jardin botanique, de pouvoir naturellement créer un gros rond-point avec un échangeur, mais qui va amener derrière également aussi avec des passerelles, des passerelles avec ascenseur, pour toujours fluidifier les bouchons que nous connaissons pour rentrer dans Akanda et sortir. Donc, nous avons déjà la bretelle, on va dire la voie de contournement, qui est aujourd'hui praticable donc, pour rentrer derrière, donc, pour rentrer à Okala et à Okala Rivière et tout ça, là, et puis sortir directement dans Ngondje. Cette voie de contournement, même lorsqu'on la prend, tout comme ceux qui viennent après se retrouvent soit encombrés là au niveau du camp de Gaulle, et de la même manière, quand tout le monde sort, ou bien rentre, on se retrouve, quand on revient de la ville, sur la voie express, ou bien au niveau du bord de mer, on se retrouve là, engorgé. Donc, on crée véritablement, un grand c'est même pas un flyover, c'est véritablement un échangeur. Et c'est vraiment ça l'échangeur, parce que les flyovers, c'est ce que nous avons là au niveau de charbonnage. Donc, on crée un véritable échangeur. Mais il ne faut pas seulement créer un échangeur, il faut aussitôt pouvoir trouver des voies de dégagement. Et donc, nous allons, à partir donc en face d'Oyo, sur cette voie, derrière là-bas, parce qu'en réalité, comme je le disais, ceux qui ont le foncier, ceux qui ont des titres fonciers sont souvent au bord de la route, même si effectivement c'est bien dégagé. Mais tous ceux qui s'installent derrière, ils font que suivre le fait qu'il y ait eu un projet dans le sens, une cité qu'on a construite, et puis les gens viennent s'installer derrière. Et derrière, là-bas, vous avez véritablement des réserves foncières, parce que là-bas, vous avez de la mangrove. Mais les gens construisent sur la mangrove, donc ils viennent obstruer de l'eau. Je vais vous dire que ce qui est là-bas, ce qu'on a trouvé là-bas, avec les réserves foncières, malgré de grandes pancartes qui existent, des gens sont allés s'installer dans le lit d'eau. Ils ont construit à l'intérieur. Et donc, tout le bassin versant qui part de derrière Prix-Import de Bas de Guégué, c'est cette canalisation-là, juste après le lycée Montagne. Donc, quand vous voyez cette canalisation qui rentre, qui passe, qui longe donc cette cité de Bas de Guégué, qui va aller se retrouver jusqu'à la sortie donc du pont de Guégué. D'accord. Vous voyez? Directement. Donc, directement. Vers le bord de mer. Donc pour effectivement plonger au niveau du bord de mer. Et donc, on a décidé, à ce niveau, pour ne pas créer le bouchon, malgré donc, ce qui va être fait comme ouvrage, il faut fluidifier. Pour que les personnes qui viennent donc, depuis Saouti, ils veulent aller à l'aéroport, n'ont pas besoin de sortir d'abord jusqu'au bord de mer pour y aller. Donc, il veut aller sur la nationale. Quand il part de Saouti, il va passer par là, il reprend la bretelle, il s'en va. Mais légalement, la sempiternelle question, Monsieur le ministre, vous allez poursuivre, des indemnisations se posent. Il y a beaucoup qui disent ne pas avoir été indemnisés. Est-ce qu'ils ont été pris en compte? Est-ce qu'elles ont été prises en compte, ces populations? Là-bas, on ne parle même pas d'indemnisation parce que là-bas, c'est des situations à risque. Les gens ont les pieds dans l'eau. Elle n'aurait jamais dû y être. Est-ce que pour autant, quand on voit ce genre de population, Monsieur le ministre, permettez qu'on fasse un peu de social. Ce sont des populations qui n'ont pas souvent des moyens pour vivre de façon décente. Est-ce que vous allez les abandonner à elles-mêmes ou est-ce que l'État a prévu? Il y a naturellement, là également aussi, un recensement qui a été fait par l'ANUTTC. On a fait le recensement, mais depuis bientôt également... donc de fin décembre, vers octobre 2024, novembre 2024, jusqu'à, je disais, ceux-là par contre, le week-end, donc le dimanche encore, les gens étaient sur le terrain pour leur dire, lundi nous arrivons. Mais ceux-là, ils n'ont pas bougé. Certains avaient pris leurs effets, ils sont partis. Donc quand on est arrivé, il n'y a pas eu de problème. D'autres nous avaient demandé
effectivement, 2 jours, 3 jours, parce qu'il y avait même des personnes qui rentraient de site, donc qui étaient sur Port-Gentil, donc qui rentraient de site pour pouvoir récupérer leurs effets, mais qui savaient qu'effectivement, elles devaient partir. Et donc, on leur a laissé, jusqu'à toute la journée de lundi, ils étaient en train de monter leurs choses. Mais il y a des personnes qui, à côté de... qui ont vu les autres partir, depuis bientôt, donc 3 mois, 4 mois, ils sont restés là, à ne pas vouloir bouger, en se disant, ça va être un leurre, comme je le disais. Mais nous avons bien montré que nous devons curer ce canal pour pouvoir effectivement libérer. Et il y a donc des voies qui vont ressortir effectivement par le pont de Guégué, tout comme nous allons ouvrir pour sortir à Saouti. Et des personnes, même lorsque vous leur dites que plutôt il va se passer quelque chose, elles continuent de monter leur mur, elles continuent l'étage. C'est-à-dire que c'est ahurissant. Vous arrivez, quand vous êtes passé la dernière fois pour effectivement identifier, mais la personne n'a pas arrêté. Non. Et même parfois des gens qui ont eu des murs déjà cassés plutôt, pour dire que nous allons passer par là, ils reconstituent le mur et continuent leurs travaux. Il y a une sorte de défi. Et quand l'État constate cela, aucune compassion, on casse simplement... Non, on ne peut pas faire comme ça. On peut pas faire comme ça. Et donc, pour revenir sur les projets, monsieur le ministre, on essaie de vous suivre sur le projet du boulevard de transition, de la construction de la cité administrative. Je le disais déjà en fin de première partie, vous avez un peu embrayé. Peut-être revenir dans le détail. On a ce schéma, si la régie le permet, on a cette belle carte qui nous montre surtout la zone derrière l'Assemblée, quelles sont les zones qui vont être impactées. Une fois la régie sera prête, cela va apparaître à l'écran. Voilà, on le voit clairement là avec les contours jaunes. Et pour revenir quand même un peu sur les populations de derrière l'ambassade de Chine, on remarque que tout de suite après, mais elles ne sont pas directement impactées. Pourquoi avoir décidé de les déloger maintenant? Alors, le projet en lui-même, c'est 2 sections. Là, on n'a que la première section. Sûrement, si on avance dans la pagination, on va regarder, on aura la 2e section. Mais commençons déjà par cette première. La première section, c'est celle que l'on voit, les délimitations, là, où nous avons effectivement le terrain de 4 hectares et le terrain de 17 hectares. Mais avant, il y a un terrain d'1 hectare, c'est le privé, donc le fleuriste qui était en fait déjà Nébori. Qui n'est pas impacté? Non, si, il a cédé son terrain, parce qu'il avait un titre foncier et tout ça, donc il a cédé son terrain par rapport au projet qui est en train de se faire. Donc les 4 hectares, ce sont les hectares de la CDC. Les 17 hectares, effectivement, c'est déclaré d'utilité publique. C'est là où on a toutes les personnes qui sont le long donc, de la canalisation. Et donc, vous voyez comment ça rentre. Donc ça constitue la première section. Donc c'est un linéaire, tout le linéaire, voilà, vous avez donc le linéaire. Nous avons tout ce, donc la première section, c'est jusque derrière l'Assemblée nationale. Derrière l'Assemblée nationale, voilà. Et maintenant, vous avez la 2e section qui va effectivement rentrer dans l'Université Omar Bongo. Mais comme je le disais tantôt, c'est la propriété de l'Université Omar Bongo dans laquelle on rentre. D'accord. Donc, c'est un titre foncier de l'État. Voilà. Donc, ces personnes qui sont sur cette emprise, comme vraiment, c'est un boulevard qui va être fait. Ce n'est pas une route, c'est un boulevard. Et donc, avec 2 fois 2 voies. Donc, c'est un boulevard et forcément, il y a de l'emprise. Là-bas, ce n'est plus la canalisation, non, mais c'est la route qui rentre pour sortir, effectivement, en face de la pharmacie de la faculté. Et là, il y a certainement les logements des enseignants de l'université qui vont être impactés. Mais il y en a qui sont complètement même à l'abandon, qui ne sont plus habités. Et surtout que derrière, là-bas, vous avez du maraîchage. Ce sont nos frères ouest-africains venus d'ailleurs qui exploitent ces terrains-là, et puis avec des maisons, effectivement, construites. Mais c'est propice au maraîchage parce que c'est dans de l'eau. Et dans le processus de construction ou de mise en œuvre de ce projet, qu'est-ce qui se fera dans l'immédiat ? Qu'est-ce qui se fera dans le court, dans le moyen et dans le long terme? Est-ce qu'on a une programmation sur 2-3 ans? Est-ce qu'on verra ce grand boulevard de la transition dès le 1er janvier 2026, par exemple? Ou bien on va retomber dans les méandres de ce qu'on a connu parfois pour certains projets en parlant d'éléphants blancs? Mais le projet a commencé, madame. Excusez-moi de vous le dire, le projet a bel et bien commencé. Il est bien avancé et comme là on est en train de faire des dallos, parce qu'effectivement, on rentre dans du marécage pour contourner Dongbolo. Mais le projet est entamé. Soko BTP est en cours, en train de travailler là-dessus. Donc, ils ont toutes les études qui ont déjà été faites. Donc, les aménagements qui sont prévus pour pouvoir contourner l'hypermarché Mbolo. Et nous savons que nous allons arriver sur, effectivement, ces espaces. Et c'est pour ça qu'il faut les dégager.
Sinon, nous allons être pris et nous allons rentrer bientôt dans la période propice, qui est celle de l'été, où il faut accélérer. Donc, il nous faut dégager, il fallait dégager donc ces populations pour que rapidement la société puisse implanter correctement ces chantiers. Mais le chantier est implanté. Les premières, on est déjà peut-être sur 300 mètres déjà de terrassés, et puis on a déjà fait les premiers ouvrages donc de drainage d'eau. On va continuer. Le projet suit son cours. Et ça pourra prendre combien de temps, Monsieur le ministre, sans vouloir nous avancer, mais quand même pour assurer les populations aussi qui veulent voir cette transformation de Libreville? La bataille, ce serait que toute l'année 2026 se déroule bien. On pourrait arriver vers août, sinon décembre 2026, avec quelque chose peut-être déjà de finalisé, parce que parallèlement, il faudrait attaquer donc la construction de la cité administrative. Oui, c'est cela. Mais il faut que la route puisse être dégagée, qu'on puisse rentrer les matériaux et tout ça là. Et c'est bien d'avoir embrayé aussi sur la cité administrative. Et j'en viens à M. Obiamba, un projet qui est, j'ai envie de dire, qui sommeille un peu depuis des années. On parle de 35 ans. C'est énorme. Aujourd'hui, on a la concrétisation de ce projet. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça dans ce schéma dont vous parliez d'urbanisation qui sont également prévus dans la capitale gabonaise? Ou est-ce que, par exemple, des projets d'envergure, même si vous pouvez également réagir à ce projet qui nous intéresse aujourd'hui, des projets d'envergure comme Libreville 2 pourraient s'inspirer de ce qui se passe là? Je vous remercie, madame. Dans la suite de ce que vient de dire le ministre en ce qui concerne les projets structurants, je voudrais compléter pour dire que quand vous prenez le cœur de Libreville, donc autour du secteur qu'on vient de décrire, vous avez le boulevard Bessieux. En réalité, le boulevard Bessieux, il démarre à lui. D'accord. Aujourd'hui, il s'arrête devant la Gaboprix, en face de Bessieux. Mais ce boulevard va jusqu'à Lalala. Jusqu'à Lalala. Sur le plan d'urbanisme, c'est prévu. D'accord. Donc, au-delà du fait qu'il n'y a pas un schéma d'aménagement et d'urbanisme dans la ville de Libreville. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quand j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que vous compreniez que Libreville est appelée à évoluer rocade sur rocade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le boulevard du Bois de Mer, c'est la première rocade. La seconde, c'est le boulevard Léomba. La troisième, qui est ce qu'on appelle voie express, c'est la voie express. Nous avons projeté dans le temps ce qu'on appelle la rocade 2, qui aurait dû être la deuxième voie express. Donc pour créer des extensions de la ville de Libreville. Et donc Libreville, on aurait dû avoir une rocade 3, 4 jusqu'à Cocobiche. Alors, premièrement, lorsqu'on conçoit l'organisation d'une ville, mais il n'est pas bon qu'on s'imagine que le boulevard Bessieux va démarrer à lui pour venir s'arrêter devant la Gaboprix de Bessieux. Ce n'est pas une bonne approche. Parce qu'in fine, il faut qu'on s'arrange à regarder pour dire du nord au sud, il faut qu'on organise la circulation. Il faut qu'on organise la rationalité aussi bien des espaces que de la circulation. De la même manière, le boulevard Triomphal, en plus, permettez-moi de rappeler qu'il s'appelle quand même Omar Bongo. La logique autour de ça, c'était de moderniser cet espace à partir des affaires étrangères. On arrivait devant la cité de la démocratie. Et vous verrez que sur le plan d'urbanisme, il y a des attentes autour, n'est-ce pas, de la cité de la démocratie. Il y a une bande de 70 mètres qui a été projetée. Et donc, dites non aedificandi. Qu'est-ce que ça veut dire? Des zones inconstructibles. L'on avait prévu de projeter là-dedans, n'est-ce pas, également la même voie par le Nzengayong, une bande, par les charbonnages, une bande, et vers Ondogo, on se retrouvait pour remonter vers Angonji. Vous avez parlé, permettez-moi que je termine, vous avez parlé de, on n'avait pas encore un schéma de développement, mais on avait déjà une esquisse d'amorce de ce que l'on voulait faire. Donc, on a identifié au nord de Libreville ce qu'on appelait la ZAC d'Angonji, zone d'aménagement concerté d'Angonji, 2600 hectares à peu près. On en a aménagé 1600 aujourd'hui. On n'a pas pu terminer la phase 3 du projet, à peu près 680 hectares non aménagés. Et madame, permettez-moi de dire, on ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est cela, bon, j'allais vous dire, est-ce qu'il faut pour accorder cet ancien Libreville, par rapport à Angonji, il est projeté cette voie de raccordement qui doit aller sortir vers le château d'Angonji là.
Donc, il ne faut pas que demain, qui part donc de la cité de la démocratie, ça contourne, on va déboucher à Ondogo. Une voie qui monte vers l'embranchement au nord pour aller désenclaver la ZAC d'Angondje. 2, il faut rentrer vers Bambouchine, il faut désenclaver le secteur. Est-ce que ce n'est pas le projet qu'il y a de partir du Cap jusqu'à Bikele? De 9 provinces. Voilà, donc c'est un peu cela que je voulais dire. Et donc, vous avez donc le pôle au nord de la ZAC d'Angondje. Il est projeté à Bambouchine, un autre pôle de développement. Il est projeté à Bikele, un autre pôle de développement. Il a été projeté également à Igoumié et à Wungu, d'autres pôles de développement. Jusqu'à ce que je parte en 2009 de l'urbanisme. Voilà ce qui a été prévu. Mais on ne peut pas imaginer qu'on va organiser l'espace sans projeter des voies structurantes qui vont permettre la grande circulation. Bien sûr. Donc, il ne faut pas que nous soyons perçus, quand je dis nous, c'est les gens qui animent l'administration. Aujourd'hui, c'est l'État. Nous serons perçus comme des monstres. J'ai envie de dire, je vais revenir d'ailleurs sur votre reportage. En réalité, j'étais en train de dire que l'administration a péché hier en laissant l'impression qu'on sait très bien qu'on a indemnisé les gens ici. On revient là-dessus et ça a été le cas et je voudrais chuter sur ce reportage. Effectivement, le monsieur ne dit pas que lorsque en 2009, l'administration reçoit l'instruction quand même de revenir sur le recensement du cadre bâti et que ces gens-là, entre l'ambassade du Liban et de Chine, ont été indemnisés. Ce qu'il a envie de dire, c'est que pendant qu'on l'avait effectué, celles qui avaient déjà été indemnisées et peut-être désabusées, réinstallées derrière l'ambassade de Chine, ne l'ont pas été. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Mais là-dessus, il vaut mieux aller dans le sens indiqué par Monsieur le maire et Monsieur le ministre, c'est-à-dire solliciter la magnanimité des plus hautes autorités pour qu'effectivement, on regarde qu'est-ce qu'on fait de ces populations-là. Mais là aussi, il faut qu'on se dise, il n'y a que chez nous où l'administration, les travaux publics, du ministère de l'Habitat et même de la commune de Libreville qui gère l'espace urbain, l'espace territorial et surtout le domaine public routier. L'administration est restée moins répressive et qu'il va falloir que les gens comprennent que hier, ce ne sera pas aujourd'hui et aujourd'hui, ce ne sera plus non plus demain. Parce que si l'on veut du développement, si l'on veut de la rationalité dans l'organisation de l'espace, il va falloir que malheureusement, on passe par là pour réquisitionner des espaces, pour les aménager rationnellement. Je reviens pour vous dire... Rapidement quand même, parce que ce sera votre mot de fin. Vous voyez, vous avez abordé l'espace autour de Kalikak et autour de l'échangeur. Mais rassurez-vous, ça a été déclaré d'utilité publique. C'était un jardin botanique. On ne l'avait pas imaginé pour le plaisir. On l'avait imaginé parce que c'était une zone humide. Et par ailleurs, ça devait nous servir pour la ville de Libreville, une zone réceptacle des eaux de pluie et inondables. Ça veut dire que c'est un bassin de rétention. Ça, c'est aujourd'hui, si vous me permettez de remonter, parce que c'est bon d'expliquer ces choses-là. Vous voyez, les populations d'Angondje souffrent aujourd'hui. Quand on y a aménagé Angondje, on a identifié dans la section, tout de suite après la cité signée à l'entrée de la ZAC d'Angondje, on a identifié toute une zone. Et on l'a réquisitionné pour dire pas de construction. Quand il pleut, on va ramener les pluies à cet endroit-là. Malheureusement, les populations sont quand même venues construire. Et ce sera votre mot de fin, monsieur Obiambo. On n'a pas le temps, on aurait bien voulu vous garder. On aura l'occasion de vous inviter de nouveau. Monsieur le délégué spécial, pour conclure, que retenir finalement de cette opération qui est en train de se dérouler sur le terrain? Des logements, certes, des populations, mais est-ce que ce délogement était-il nécessaire? Ce délogement était nécessaire. C'était nécessaire. Sans cela, on ne peut pas aboutir à tous ces projets structurants de la ville de Libreville. Il faudrait que nos populations comprennent que peut-être que l'administration, ou plutôt l'État, était un lion dormant. Maintenant, le lion se réveille. Donc, ils doivent rentrer dans la norme. Et quand il y a des problèmes, au lieu d'accuser le gouvernement, c'est demander au gouvernement d'être magnanime. Vous comprenez? Ils doivent d'abord reconnaître leur tort. Parce que tout à l'heure, on parlait effectivement des gens qui construisent, des personnes qui construisent dans les lits de rivières. Mais je peux vous assurer, lorsqu'on évalue ces maisons, parce que pour bâtir une maison
sur un lit de rivière, il faut mettre beaucoup plus d'argent que sur une place nette. Donc, ils ont des moyens. Contrairement non, on a vu des maisons. On a vu des maisons, vraiment, si on évaluait ces maisons, on pourrait avoir 2 maisons sur un terrain plat. Donc, le gouvernement aujourd'hui, l'État aujourd'hui se réveille. On veut bâtir notre ville, on voudrait que ce soit une ville exemplaire, une ville envieuse, il y a des sacrifices à faire. Et c'est ce qu'on retiendra, monsieur le délégué spécial, monsieur le ministre, pour conclure ce plateau spécial qui est passionnant, oui, parce qu'il s'agit des problèmes et des problématiques que les Gabonais rencontrent au quotidien. Que faut-il retenir de ce projet d'envergure, mais aussi de cette opération de délogement des populations? Alors, il faut juste se dire que les entreprises ont des contrats et des contrats avec des délais, des contrats avec quelque chose à livrer. Et lorsque ces entreprises, étant entendu que nous, ministère des Travaux publics et de la Construction, se retournent vers nous pour nous dire qu'ils ne savent pas comment avancer parce qu'il y a cette situation, nous retournons vers notre confrère du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour savoir qu'est-ce qui a été fait sur cette zone. Et si, naturellement, nous sommes confortables dans ce que les identifications ont été faites, les remboursements ou les dédommagements ont été faits, et quand on refait l'historique, on se rend bien compte que, mais en réalité, c'est nous qui sommes en train de tourner en rond, parce qu'au finish, c'est le sempiternel problème, nous, on passe à l'action, ça n'a rien à voir avec le chef d'État, c'est nous qui sommes comment dire, les ministères engagés par rapport au développement de ce pays. Donc, c'est l'urbanisme, c'est les travaux publics, et nous nous concertons, et on fait ce qu'on a à faire parce que les entreprises veulent avancer. Et nous, on veut aussi que la ville se développe. Et c'est ce qu'on retiendra, Monsieur Edgar Moukoumbi, ministre des Travaux publics et de la Construction. Merci d'être passé sur ce plateau. À vos côtés, il y avait Monsieur Joachim Obiamba, conseiller technique de votre ministère, donc de vous-même, responsable technique aussi du PADIG. À ma gauche, il y avait Monsieur le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, Monsieur Adrien Guemamba. Merci d'être passé sur ce plateau qui se referme ici, en espérant vous avoir donc édifié sur toute cette problématique autour des délogements qui se passent derrière l'Assemblée nationale, derrière l'ambassade de Chine, mais aussi dans la zone dite en face d'Oyo, au bas de Guégué. On espère, chers téléspectateurs, de continuer notre mission à nous, médias, de vous informer, d'apporter la bonne information. Et pourquoi pas, vous pouvez continuer aussi la discussion sur nos plateformes sociales. L'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.